Bienvenue dans le studio Fernand Baudin. C'est un moment historique, c'est la première fois qu'on réalise des présentations des lauréats du prix Fernand Baudin. Ces présentations seront donc filmées et rediffusées sur Internet et sur le site du prix Fernand Baudin. Et vu qu'il fait très beau cet après-midi et qu'il est un peu tôt, je pense que les gens sont soit au travail, soit en terrasse. Donc, d'où l'appellation finalement Studio Fernand Baudin plutôt que Symposium Fernand Baudin. Donc, Alessandra et moi allons faire une petite introduction sur le prix et sur la raison pour laquelle on a organisé cette série de présentations. Et puis ensuite, on parlera un petit peu du travail de Fernand Baudin, qui est la figure qui a donné son nom au prix Fernand Baudin. Et qui est une figure qui est encore assez mal connue. Et donc, on se disait que c'était l'occasion aussi de présenter un peu son travail. Donc, le prix Fernand Baudin est le prix des plus beaux livres à Bruxelles et en Wallonie, qui existe depuis 2008, donc depuis 6 ans, et qui prime des livres réalisés à Bruxelles et en Wallonie, soit par un graphiste, un éditeur ou un imprimeur basé donc dans ces deux régions. Les trois peuvent être basés à Bruxelles et en Wallonie, mais il en faut au moins un. Donc, une partie des livres, du coup, sont retirés d'office de la sélection lorsqu'elles ne correspondent pas à ces critères. Et les membres du jury, qui sont sélectionnés chaque année par les membres de l'organisation du prix pour les membres nationaux et par un président du jury pour les membres internationaux, se réunissent pendant 2 jours, où ils font une sélection de livres présélectionnés par le moyen de signets, qui sont ensuite débattus collectivement et dont ressort une sélection finale de livres primés, dont nous verrons aujourd'hui la présentation de 3 lauréats. Ces livres sont montrés aux membres du jury par catégorie. Et les catégories que nous souhaitons, pas forcément que nous souhaitons mettre en avant, nous espérons qu'elles correspondent à une réalité la plus large possible des livres du milieu de l'édition et de l'édition contemporaine, vu que c'est ça qui nous concerne, sont donc les livres d'art et d'artistes, qui sont le plus grand nombre de livres qu'on reçoit sont des livres d'art et d'artistes. Aussi, nous recevons beaucoup de livres d'architecture, des livres jeunesse évidemment, des livres de bande dessinée. Désolée, mon écran est très petit. Et des livres de littérature, fiction et non-fiction. On reçoit assez peu des livres des dernières catégories. Par exemple, on a reçu même pas une dizaine de livres de fiction cette année. Et donc, on essaye pour ça d'agrandir un peu d'élargir un peu le programme et de créer des événements qui mettent en avant la diversité des pratiques éditoriales et pas seulement le livre d'art ou même le livre de graphiste comme on en parle souvent en parlant du prix Fernand Baudin. Les événements qu'on organise dans le cadre de l'exposition, et ici par exemple, sont aussi une manière de montrer, d'aller un peu plus loin dans ces livres primés et dans les pratiques qui sont autour, parce que nous pensons qu'il est très important de mettre en valeur les collaborations qui sont autour qui font en fait le livre, et pas seulement le graphisme ou l'impression ou l'édition de manière séparée. Et donc, dans le cadre, par exemple, de cette exposition et de ces événements, on organise une table ronde qui s'appelle hors série, étant donné qu'elle concerne une catégorie de livres qui n'est pas primée et qui sont a priori
considéré donc comme inéligible, mais qui fait bien partie du paysage éditorial contemporain. Et donc, nous organisons cette table ronde sur les périodiques avec un certain nombre d'intervenants de Bruxelles et de Wallonie. Donc voilà, moi je vais vous introduire un petit peu au personnage de Fernand Baudin, qui est né en 1918 et décédé en 2005. Juste avant que le prix naisse, malheureusement. Donc voilà, Fernand Baudin est surtout reconnu comme typographe, internationalement, surtout moins en Belgique, parce qu'il a été très actif dans des associations internationales. Il est connu sous le terme de typographiste. Alors on va en parler un petit peu plus tard, mais finalement typographe et graphiste. Alors il porte de nombreuses casquettes. Donc on peut aussi le définir comme conseiller graphiste, et c'est sans doute la dénomination dans laquelle il se reconnaît le mieux, puisque c'est assez large. Et en fait, Fernand Baudin n'a ni dessiné des caractères, ni composé une mise en page en tant que composeur dans une imprimerie. Donc en fait, il se trouve un peu entre les deux rôles de cette chaîne graphique. Et donc c'est là-dedans qu'il se reconnaît le mieux, conseiller. Il a été rédacteur aussi dans certains journaux bruxellois. Il a été théoricien, pédagogue et historien. Donc les trois groupés, c'est vrai que Fernand Baudin était très intéressé à la typographie, et surtout par son histoire, puisque pour lui l'histoire de la typographie est vraiment très importante pour le développement et le futur de cette pratique, qui était en constante évolution, hein, puisque Fernand Baudin a vraiment suivi l'informatisation de l'imprimerie et de la typographie. Et puis ensuite, il a été membre actif de diverses associations. Donc ça, on va en citer quelques-unes par la suite. Mais vous voyez qu'effectivement, Fernand Baudin était très polyvalent, comme les graphistes aujourd'hui finalement. Hein. Et donc, pour vous donner un aperçu, voici une liste, évidemment non exhaustive, puisque Fernand Baudin a travaillé dans de nombreuses autres imprimeries et maisons d'édition, etc. Mais donc, on peut citer entre autres des imprimeries à Bruxelles, Anvers, Gand, des éditeurs aussi, mais aussi des journaux, par exemple Denis Wichitz et On the Volk, donc journaux belges. Et puis, comme je l'ai dit, il était membre actif de diverses associations. Donc vous avez par exemple l'association des Compagnons de Lure, qui regroupait des typographes assez renommés de l'époque. Pour les Belges, Michel Olive, puis vous aviez aussi Maximilien Vox, David Carson sur la fin, mais Jean-François Porcher aussi. Donc des rencontres qu'on pourrait décrire comme plutôt expérimentales. Donc qui regroupait tous ces typographes. Puis vous avez aussi la Bibliothèque Royale, évidemment, qui a en 2000 fait une exposition rétrospective sur Fernand Baudin. Et puis vous avez aussi les prix belges qui priment les plus beaux livres belges, donc les prédécesseurs du prix Fernand Baudin, donc le prix Graphica Belgica et le prix Plantin Moretus qui lui a succédé. Il a aussi fait partie de l'Association typographique internationale, dont il a été en 1991 élu vice-président. Et puis comme je l'ai dit, théoricien, traducteur aussi, ça on l'a oublié dans la liste, mais pédagogue, historien, etc. Donc en fait vous voyez que Fernand Baudin, lui, il endosse des rôles finalement très différents, mais sur des projets différents aussi. C'est un peu différent aujourd'hui, pour me répéter, puisque le graphiste est polyvalent, il endosse énormément de rôles, mais sur un même projet. Fernand Baudin, pour lui, c'est des rôles, mais sur différents projets. Et finalement, c'est assez parlant et représentatif de la chaîne graphique d'autrefois, qui était assez cloisonnée. Et donc là, on va peut-être
retracer un peu cette historique de la chaîne graphique pré-PAO. Donc, pour préciser, PAO, c'est production assistée par ordinateur. Ce qui est assez drôle, en fait, c'est qu'aujourd'hui, enfin, en tout cas, les graphistes de notre génération ont beaucoup de peine à imaginer comment étaient faits les livres avant qu'on les fasse quasiment intégralement dans ces petites boîtes qui sont les ordinateurs. Et finalement, on s'est demandé un peu avec Alessandra, mais en fait, comment on travaillait avant, parce que nous, on ne l'a jamais appris et on n'en a presque aucune idée parce qu'il n'y a pas énormément de traces et c'est plus du tout enseigné. Voilà. Et où se positionne Fernand Baudin dans cette chaîne graphique finalement, puisqu'il est défini comme typographiste. Et c'est assez ambigu parce que typographe, c'est à la fois dessinateur de caractères, mais c'est aussi le composeur en imprimerie. Donc c'est vrai que ça prête à confusion et c'est peut-être assez intéressant de voir justement d'illustrer cette chaîne graphique et pouvoir savoir où se place Fernand Baudin là-dedans. Surtout que vu qu'aujourd'hui on parle justement, c'est pour ça qu'on avait mis cette illustration du couteau suisse, on parle du graphiste en tant qu'auteur de ses propres travaux graphiques, mais aussi parfois ça va jusqu'à imprimeur et donc il y a ce lien très fort avec l'auto-édition où finalement le graphiste ou alors simplement une personne qui du coup n'est plus uniquement graphiste, mais pourrait être l'imprimeur qui fait aussi lui-même son contenu et le met en page et l'imprime. Et en même temps, on s'est rendu compte que finalement, cette position-là n'était pas si nouvelle que ça, étant donné que des personnages comme Fernand Baudin étaient aussi à plusieurs niveaux de la production. Mais on avait envie de retourner un peu plus finement dans ce qui diffère entre avant et aujourd'hui. L'ordinateur permettant vraiment de centraliser énormément de moments de la production qu'on va détailler maintenant dans un schéma donc, de la chaîne avant la PAO. Voilà. Donc on débute forcément avec la maquette qui donne les instructions au compositeur. Donc finalement ça c'est ce que Fernand Baudin lui faisait, conseiller graphique. Qui ressemblait en fait à une sorte de croquis des pages en fonction d'un calcul précis qui se basait sur le nombre de caractères que le texte comporte et qui du coup était une sorte de projection de ce que pouvait être. Donc on a mis dans le schéma, vous pouvez voir, en fait on n'a pas dessiné les lignes parce que évidemment il ne travaillait pas directement avec le texte, enfin apparemment on a essayé de faire de l'archéologie, mais donc apparemment il ne travaillait pas directement avec le texte même, mais simplement en disant bon voilà, là il y aura le texte principal, ici les notes, ici les numéros de page, et du coup c'est des sortes d'instructions pour une autre personne qui allait ensuite s'occuper de la composition en tant que telle. Voilà, donc c'est une esquisse, ça ressemble presque à un plan. Ouais. Donc ensuite vient le compositeur qui lui a son petit manuscrit, sa petite fiche d'instruction, et puis il va encoder le texte via soit une monotype, une linotype pour la composition qui est semi-automatisée, et donc va en ressortir de cette machine une fiche perforée selon une espèce de code binaire, et de là va être fondu le caractère, soit pour la monotype caractère par caractère, ou alors pour la linotype en ligne. Donc en somme, on a comme un puzzle qui en sort et qui va être mis en page par la suite. Donc là, on arrive à la mise en page selon la maquette, puisqu'à nouveau, on se réfère à ces instructions données, en l'occurrence ici par Fernand Baudin, disons. Et ensuite, ces épreuves repartent vers l'auteur, vers le graphiste, et puis on signe le bon intérêt. Donc là, pas de changement par rapport à aujourd'hui. Au niveau de la dernière étape, mais disons, ce qu'on trouvait assez intéressant, c'est que du coup, le premier rôle de maquettiste et le rôle de composition étaient vraiment distincts, et c'était
moi, j'ai pas encore d'exemple de personnes qui s'occupaient des deux en même temps, ce qui pour aujourd'hui peut paraître un peu étrange, étant donné que maintenant même des auteurs en fait peuvent se passer enfin les rôles sont beaucoup plus flous. On n'a pas parlé de la composition, photocomposition. C'est un peu le même principe, c'est-à-dire que les rôles sont aussi divisés. C'est une évolution simplement, plutôt que d'avoir une traduction du contenu en plomb, on a une traduction du contenu en lettres qui sont reproduites photographiquement et ensuite donc de nouveau mise en page, c'est-à-dire on a un flot de texte qui sort qui est imprimé, donc impressionné comme avec une technologie photo, et qui ensuite sont coupés et collés, plutôt que de reprendre les lignes de plomb qui sont assemblés comme un puzzle. Donc c'est un peu le même principe. On réassemble, on recompose à l'aide de films une mise en page. Voilà. Donc ici, juste un petit slide illustratif de à quoi pouvait ressembler une machine monotype, et puis surtout les petits papiers perforés qui sont assez jolis d'ailleurs. Et on peut voir du coup aussi la grande abstraction en fait par ce genre de technologie, et peut-être mieux comprendre aussi pourquoi le graphiste s'occupait de maquettes et une autre personne s'occupait de quelque chose qui peut ressembler plus à du code, ce qui pose pas mal de questions par rapport aux pratiques aussi actuelles, où finalement il y a de nouveau une grande séparation entre les graphistes qui s'occupent de toute la matière qui est visuelle et des graphistes, ou plutôt des développeurs qui ont un rôle très séparé et qui eux s'occupent du code pour des sites internet. Donc a priori, si on suit cette évolution, et ça serait assez souhaitable, probablement que la séparation entre graphistes qui manipulent des choses visuelles et développeur programmeur va de nouveau aussi s'estomper un peu comme avant le graphiste maquettiste et le composeur. D'autres machines qui montrent un peu ça. Donc la première photocomposeuse qui s'appelait Lumitype en 1944, et c'est super intéressant de voir donc cette première photocomposeuse sans écran, donc on voit toujours le clavier pour taper le contenu, et en même temps il y a déjà des éléments comme ça qui font écran, ce que je trouve assez... Je vais pas y arriver de faire qui remplace en fait le manuscrit d'instruction sur lequel se référait le composeur avant sur la monotype et la linotype. C'est-à-dire en fait ça le remplace pas vraiment, c'est un support pour ce manuscrit. Ouais. Mais donc en fait c'est vraiment une pratique d'encodage à l'aveugle, ce dont on a un peu de la peine à se rendre compte aujourd'hui, étant donné qu'on travaille vraiment avec une technologie qui permet de travailler en what you see is what you get, c'est-à-dire ce qu'on voit sur l'écran, c'est ce qui sortira sur papier presque. Ou sur écran d'ailleurs concernant les sites internet. Et donc ça c'est une autre photocomposeuse où on voit par contre l'arrivée de l'écran. En sachant que quand c'était allumé, il y avait quand même, c'était un côté très rough, donc on n'est pas encore à aujourd'hui, que vous connaissez certainement tous, et donc on n'a pas mis de slide de InDesign. Donc, pour revenir à Fernand Bodin, et surtout à Fernand Bodin aujourd'hui, on s'est demandé un peu pourquoi le travail de Fernand Bodin n'était pas énormément connu. Y a certainement plein de raisons à ça. Une des choses qui pourrait par contre aider à ce que son travail soit un peu plus diffusé, c'est toute la documentation qui se trouve en fait dans les archives à Bruxelles
à l'ULB, dans la réserve précieuse de l'ULB. Donc Colin et Charles se sont servi, ou en tout cas qu'ils ont fait ressortir, donc Colin Chenier et Charles Mazet ont fait ressortir l'année passée, à l'occasion du catalogue qui s'appelle Dossier Fernand Baudin, en référence à des dossiers qu'il a fait lors des rencontres de Lure et dont on parlera encore un tout petit peu plus tard. Et on avait envie en fait de rendre hommage à ces archives qui contiennent 115 dossiers en tout. Donc Fernand Baudin avait apparemment aussi rangé ses archives en dossiers. Ce mot revient assez souvent dans son travail. Ça représente 3 mètres et il n'y a que 58 dossiers qui sont décrits et qui ont donc été ouverts et catalogués. Lorsqu'on fait une demande aux archives à la réserve précieuse, on se retrouve face à ce genre de documents, ce qui est un peu obscur et qui fait un peu peur en fait, je trouve. Et du coup, on a eu envie on est en train de travailler sur une exposition qui ne soit pas une exposition rétrospective sur Fernand Baudin, mais qui soit plutôt une exposition qui crée un lien avec ses archives, parce que il y a eu des expositions sur le travail de Fernand Baudin, évidemment sous vitrine, parce que c'est à la réserve précieuse et que ça nécessite soit des gants, soit des vitrines au minimum. Et du coup, on se disait que ça serait intéressant de faire quelque chose qui permette d'avoir un accès peut-être moins direct à l'objet original, mais peut-être plus directement à ces archives, et du coup, on est en train de penser à ça en ce moment. Quoi qu'il en soit, les archives existent, elles sont accessibles sur demande, et avec un petit peu de volonté, on y accède. Donc, dans la partie orange à l'ULB, à l'avenue de Roosevelt 50. On avait envie d'en parler déjà maintenant parce qu'il y a vraiment des trésors dans ces archives. En même temps, c'est un travail qui est daté, qui est aussi formaté par une certaine pratique qu'on n'a plus aujourd'hui. Donc il y a aussi une espèce de fascination par rapport à cette matière qui pour nous semble justement d'une autre époque et donc assez fascinante. Et en même temps, on a vraiment découvert des trésors dans ces archives, dont on va vous partager un des trésors. Voilà, on a choisi de vous sortir de cette archive le dossier Butor. Donc Butor pour Michel Butor, que vous connaissez peut-être, qui est écrivain, mais qui a surtout aussi fait des livres d'artistes. Donc en voici la couverture. Donc le dossier Butor, finalement, retrace l'une des rencontres de Lure, dont Fernand Baudin, lui, a fait un dossier. Donc, c'est un dossier. C'est un des dossiers dans la série de dossiers qui se faisait en fait chaque année. Je pense que Fernand Baudin, donc c'est un travail qui est en cours, donc il y a plein de choses qu'on ne connaît pas encore, mais ce qu'on a pu comprendre, c'est que Fernand Baudin avait initié une sorte de série, ou était parmi les initiateurs d'une sorte de série de publications à la suite ou à chaque rencontre de Lure, qui avait chacune une thématique. Donc il y a le dossier mise en page, dossier Butor, dossier Vox, dossier A à Z, etc. Et du coup, là, c'est un des dossiers qui, pour nous, était vraiment très particulier, parce qu'en fait, il ne ressemble pas au livre que Fernand Baudin décrit, c'est-à-dire Brochet, par exemple. En fait, il s'agit de 5 cahiers en feuilles libres, puis vous avez d'autres feuillets. Donc ici, on en voit quelques-uns. Alors, pour la structure, Fernand Baudin nous l'a décrit en ouvrant le dossier. Il s'agit pour la première partie d'un manuscrit écrit de la main de Fernand Baudin. Ensuite, vous avez une partie qui est en fait la partie Michel Butor, avec une lettre autographe et des instructions
pour quelques typographies et des épreuves de composition. Donc en fait, ce dossier reprend et décrit plusieurs travaux et tableaux, si vous voulez, de l'œuvre de Michel Butor, de sa façon de travailler. Donc par exemple, comme on le disait, les instructions aux typographes, des épreuves de composition, etc. Donc il est suivi, ce feuillet, par le feuillet Massin, donc, qui reprend les instructions de Massin pour la composition, donc Massin typographe. Et ensuite, vous avez quelques photostats, donc des photocopies des œuvres de Michel Butor, pour vous faire une idée. Et puis, on clôture par un tapuscrit de la main de Gérard Blanchard, qui faisait partie aussi de l'association des compagnons de Lure, qui était universitaire, typographe, graveur, et qui nous donne une petite réflexion sur le travail de Michel Butor. Donc, ici, on peut le voir, c'est assez sobre, hein, ce sont des feuillets qui sont juste nommés du nom de l'intervenant par la belle écriture de Fernand Baudin. Donc on commence avec justement ce dossier de Fernand Baudin, et vous voyez que là ça reprend un peu aussi sa méthode de travail. Il exploite les marges, enfin ici c'est pas vraiment une marge, mais il exploite les marges, il annote beaucoup en rouge souvent. Ça c'est vraiment très particulier à Fernand Baudin. Donc, et assez particulier d'ailleurs à la tradition du manuscrit. Il a écrit beaucoup de choses sur le manuscrit, et on peut voir en fait cette utilisation du rouge, du noir, l'utilisation de la marge est aussi vraiment liée à cette observation qu'il avait, et il a écrit d'ailleurs beaucoup de textes sur les manuscrits. Juste pour revenir, en fait, dès le départ, il y a quelque chose d'assez fascinant dans ce dossier. Non seulement l'écriture manuscrite, qui est quelque chose qui n'est pas si courante que ça. Donc une grande partie du dossier est écrit manuellement. Ce qu'on peut voir peut-être pas très bien sur cette image, sur la page en fait, la deuxième de couverture, c'est un schéma en fait d'un livre. Et donc ce livre est vraiment ce qui nous a frappé tout de suite. Pour des fanatiques du livre, c'est que c'est vraiment une espèce de mise en abîme du travail d'un livre à cette époque, et du coup c'est un élément, un document témoin assez incroyable, parce que donc il contient un certain nombre il décortique en fait toutes les interventions des différentes personnes dans le livre autour de cette figure de Butor. Je sais plus où on en était. On en finissait avec Fernand Baudin, et on passait à la partie Michel Butor. Et donc en fait dans ce cahier-là, on peut y apercevoir les notes pour la typographie. Donc je vais vous lire peut-être un extrait. Vous allez voir que c'est écrit sur un ton assez personnel. Le livre doit être réalisé entièrement en un seul caractère, d'un seul corps, à l'exception des 7 titres et des chiffres qui apparaissent dans Rencontre, la gare Saint-Lazare et la litanie d'eau, pour lesquels je ne voudrais qu'un corps nettement plus grand. Le corps général doit être naturellement choisi assez petit, le vers le plus long qui doit par conséquent être pris comme étalon, et le dernier de la page 111. Donc vous voyez que là on peut sentir évidemment qu'il s'agit d'un travail personnel, on cite des titres, etc. Donc c'est vraiment... Et une vraie collaboration en fait entre l'auteur et le graphiste, enfin une collaboration, en tout cas des ordres assez précis donnés par l'auteur du texte au graphiste, qui va ensuite interpréter ça dans une forme graphique et le donner au composeur, qui va en faire une interprétation un peu moins libre cette fois. Exactement. Donc on peut trouver dans ce même cahier des épreuves, donc là, qui ont été envoyées après mise en page et qui sont également annotées. Vous voyez sur le petit feuillet bleu là des croquis, des esquisses en ce qui concerne la mise en page. Michel Butor savait très bien ce qu'il voulait. Son livre était millimétré et il pensait vraiment ses écrits en vue de l'imprimer. Donc ça c'est assez intéressant aussi, parce que c'était pas vraiment très représentatif de la pratique de l'écriture à l'époque.
Le feuillet est suivi de celui de Massin, qui lui va donner des instructions à la typographie, mais des instructions qui sont, elles, beaucoup plus techniques. Vous allez voir par le petit extrait que je vais vous lire. Donc, tout ce qui est tapé en rouge doit être imprimé en italique. Il ne doit pas y avoir d'autres. Il faut diviser la justification en 5 parties égales, ce qui donne 5 longueurs de ligne et donc 5 alignements. Et puis vous avez toute la série qui est très abstraite. Donc là, effectivement, des instructions qui diffèrent au niveau du contenu complètement de celles de Michel Butor. C'est finalement très intéressant de voir comment chacun en a une idée. Donc Massin est le graphiste, Michel Butor est l'auteur. Et en fait, Fernand Baudin, là-dedans, est en quelque sorte le graphiste du livre sur l'élaboration de cet autre livre. Donc, bon, c'est vraiment... C'est une mise en abîme, super comme tu disais. Donc ça suivi de quelques photostats, donc, pour comprendre un peu les livres, comme ils sont créés, comme ils sont conçus, etc., de Michel Butor. Donc là, on vous en a sorti juste un. Et puis ensuite, pour clôturer le dossier, vous avez donc un tapuscrit de Gérard Blanchard, qui faisait aussi partie des compagnons de Lure, et qui... si on passe au petit slide, nous donne vraiment une réflexion autour de l'œuvre de Michel Butor. Et donc, il intitule le texte « Structuralisme de Michel Butor ». Et donc, je vais vous en lire un extrait parce que c'est assez intéressant. Donc, tout d'abord, juste pour résumer le petit paragraphe précédent, Michel Butor parle de la physique du livre. Donc, les transformations qu'il impose à la typographie ordinaire révèlent la minutie d'un écrivain qui, déjà dans l'écriture de sa page, a en vue l'imprimé. Cette programmation qui tient compte dans ses moindres détails des moyens d'expression choisis par l'auteur s'effectue aussi à un niveau plus général dans l'établissement des structures qui vont régir l'œuvre. Il s'agit pour nous ici de déchiffrer avec l'aide de Butor l'architecture cachée de quelques-uns de ces tableaux. Pour Butor, en effet, le mot n'est pas seulement un signe sonore, mais aussi un signe visuel qui a dans une large mesure les mêmes propriétés que les autres signes visuels. De même, les personnages d'un roman, ce sont des mots à un degré supérieur, donc c'est cité. Ce ne sont pas des personnages réels, ce sont des ensembles de mots. Et encore, à nouveau on cite, « Je vais déployer les possibilités inconnues des mots, et en déployant ces possibilités inconnues, ce sont des aspects inconnus du monde qui vont m'apparaître. » C'est très philosophique, mais en tout cas, si vous voulez jeter un coup d'œil à ce texte, il est sur Percé, le site Percé qui donne à lire des publications scientifiques. Et donc, vous la retrouvez là-dessus, Structuralisme de Michel Butor. Et juste pour terminer sur cette édition, je voudrais juste repasser un peu les différentes pages qu'on a vues, qui sont assez mal photographiées parce qu'on pouvait pas sortir le livre de l'archive, et c'est un endroit où il n'y a pas beaucoup de lumière. Enfin bon, c'est pas l'idéal, mais donc il y a vraiment, donc ça c'est un livre qui a été publié, hein. C'est pas une maquette préparatoire. Donc c'est assez fascinant de découvrir ça, avec donc du coup ces cahiers qui ne sont pas reliés, qui sont juste encartés les uns dans les autres, et puis c'est tous ces différents formats qui construisent les différentes parties de ce livre. C'est quelque chose. Là, on voit encore une reliure différente qui est liée. En plus, c'est vraiment super intéressant. C'est vraiment lié à la façon dont on relie les photocopies. On les agrafe dans un coin. Et donc, il y a comme ça quelque chose qui est très attentif par rapport aux différents types de documents que ce dossier comporte. Et on aimerait bien. Donc, c'est quelque chose qui a été édité, pas énormément d'exemplaires, ça c'est sûr, et qui coûte vraiment super cher aujourd'hui. Et on aimerait
aimerait voir s'il est possible éventuellement dans notre dans notre exposition rêvée pour l'instant, s'il était possible par exemple d'en faire un facsimilé ou de pouvoir en tout cas le sortir de l'archive et le montrer, parce qu'on pense que c'est vraiment un des livres les plus intéressants que comporte cette archive, et un des témoignages en fait sur la façon dont ça se faisait à l'époque et dans la façon dont ça peut se faire aujourd'hui. Donc voilà, pour terminer cette petite intervention sur l'archive de Fernand Bodin, une image de cette archive qui a été prise par Colin et Charles lorsqu'ils faisaient le catalogue sur Fernand Bodin l'année passée, que vous pouvez trouver ici aux côtés des autres catalogues du prix. Voilà, c'est terminé pour cette première intervention, et du coup je vais accueillir Erwan Maheo, avec qui on va avoir une petite discussion sur son livre Swim,